Le Crédit Agricole vous présente le MAC du Salon. Et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans le MAC de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui au programme, un site pour accompagner les jardiniers débutants, du safran, du foie gras, les coulisses du fameux concours général agricole, un distributeur automatique de fruits et de légumes. Mais oui, une idée super originale mise au point par un agriculteur de l'Oise, les aventures de nos deux petites copines Morgane et Lina, plein d'autres choses bien sûr, plein d'autres surprises. Et puis évidemment, un invité du jour, il est né au Maroc où il a passé une partie de son enfance et puis finalement sa famille s'est installée à Bordeaux. Il fut un temps, on a du mal à le croire, huissier de justice avant de devenir un des animateurs préférés des Français. C'est un amoureux de la nature, des animaux, c'est un ami des stars et il signe son nom d'un M qui veut dire Montiel, mesdames et messieurs, Bernard Montiel. Bonjour Bernard. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Je vais très bien et je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de te compter parmi les invités du MAC, d'autant plus que je sais que tu es un féru du Salon de l'agriculture. Oui, c'est vrai, je viens chaque année en fait. Ah ouais? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'année dernière, quand je me baladais dans les allées comme à chaque fois, avec tant de plaisir, je suis tombé sur Gérard Depardieu qui tournait un film. Et comme je connais bien Gérard, j'allais l'embrasser et il me dit « Ne me touche pas, je suis en plein tournage !» Il m'a fait très peur, parce qu'il fait très peur déjà naturellement, mais là encore un peu plus. Et effectivement, il tournait le film Saint-Amour, qui sort d'ailleurs demain. Absolument, avec Benoît Poulvord, un très très beau film. Ouais. De qui d'ailleurs? C'est qui le réal? Alors le réal, ce sont les deux, c'est Gustave Kerven et Benoît Delépine. Voilà. Oui, et c'est un film très émouvant sur le monde rural justement. Et il joue le père, c'est un agriculteur qui essaie d'amener son fils Benoît Poulvord dans le droit chemin. Et c'est un film très émouvant et très sensible et qui raconte bien aussi le monde des paysans. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, 10 secondes avant qu'on commence. Tu me disais, moi j'aime ce salon parce que c'est un salon qui est humain, qui est populaire, dans le bon sens du terme, parce qu'à Paris, populaire, oh là là, il faut faire attention. Mais je sais que tu n'es pas très mondain, très parisien, hein, finalement. Et c'est ça qui te plaît aussi ici. Non, moi je me définis comme un homme de la province. Hein. De toute façon, je suis un provincial. J'ai été élevé à Bordeaux, j'ai une maison dans la campagne. Enfin bon, maintenant je ne me prétends pas paysan. Je ne suis pas paysan évidemment, mais ce qu'il y a, c'est que si j'ai plaisir à venir ici, parce que d'abord c'est les rencontres avec des personnes, comme je te le disais tout à l'heure, le rapport est tellement toujours aimable. Ils sont très gentils, très naturellement, les gens, quand ils te voient. Bon, ça fait 30 ans que je suis à la télévision, donc il y a quelques déjà générations qui m'ont suivi un peu gentiment, de Vidéogag à maintenant, à D8. Ouais, on va en parler. Donc ça se passe bien et j'aime être là. Et puis on découvre des choses et puis il y a tellement d'innovations aussi à chaque fois que c'est intéressant. Ne serait-ce que pour les cultures et tout. Moi, je cultive rien. Hein. Non. Mais je regarde et je mange. Donc... Écoute, tu vas en prendre de la graine, comme on dit, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on va parler d'un site pour aider les jardiniers débutants. Je sais que tu cultives un peu les plantes aromatiques. Voilà, les plantes aromatiques. C'est le plus simple. Ouais, c'est vrai. Et puis ça fait toute la différence. C'est vrai. Tu parlais de ton actualité. Enfin, tu parlais des 8. Tu es sur des 8, bien évidemment, mais pas que. Tu es un petit peu partout. Donc sur des 8, tu fais quoi? Raconte-nous un peu. Alors sur des 8, je participe parfois à l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas mon poste. Alors j'évite quand même de prendre des tartes à la crème dans la figure ou de m'habiller en Chantal Goya, mais parfois on est obligé. Non, j'y arrive pas. On est obligé d'y passer. Donc voilà. Jusqu'à présent, je faisais les bêtisiers. Et puis là, je prépare une nouvelle émission à la rentrée, toujours sur des 8. Autrement, j'ai la chaîne Animaux aussi, qui est une chaîne que j'adore, Animaux TV, où là, je reçois chaque mois une personnalité qui nous parle de sa passion des animaux. Et là, on sort du contexte de la promotion normale, c'est-à-dire que les gens parlent avec leur cœur, les stars, alors que ce soit Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd ou cofondateur, voilà, qui est un homme remarquable et qui défend les animaux, à tout le monde, à Sophie Marceau, Christophe Lambert ou les autres, quoi, voilà. J'ai ça, et puis j'ai également un magazine cinéma sur toutes les télévisions régionales de France, 35 en tout cas, et la Suisse. Et puis il y a aussi la radio, M comme Montiel, ça c'est tous les jours de 9h à midi sur MFM. MFM Radio, oui, partout. Avec Olivier. Alors moi j'aime bien, je t'écoute, je suis sur la route à cette heure-là, tu vois, vers 10h. J'allume la radio et puis je t'écoute avec Olivia et j'aime beaucoup parce que là aussi il y a de la sympathie, du sourire, de l'humeur. On apprend plein de choses aussi sur les stars, des infos exclues. Oui, c'est gentil, c'est vrai. Tu t'amuses mais j'adore. D'abord, j'adore le direct. J'ai toujours aimé le direct. J'ai été nourri au direct en quelque sorte parce qu'à l'époque, quand je suis rentré à TF1 en 87,
c'était du direct. La Une est à vous le samedi après-midi, c'était en direct. Ouais, et les émissions de variété que j'ai fait aussi par la suite, Crise de rire, Surprise, surprise et tout le reste. Non, j'aime le direct. Et là, d'être en direct tous les jours, MFM Radio, 9h midi, ça me plaît. Et en plus, il y a un jeu où on fait de très beaux cadeaux. En ce moment, on offre des tablettes numériques. Et le bouquet de fleurs pour la fête des grands-mères, dimanche. Ah, c'est chouette. Ouais, donc, j'ai les gens en direct qui me parlent. J'ai 3 candidats chaque jour. Et ça aussi, c'est le rapport. Moi, je vis pour ça. J'aime qu'on me parle. Moi, il faut me parler. J'aime échanger. Voilà. Ça sent. Et alors là aussi, on est en direct. Tu vas voir, tu vas pouvoir échanger pendant plus d'1 heure avec tous nos invités, nos intervenants et spécialistes. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a le cinéma aussi. Et 2 films qui vont sortir. Tu peux nous en parler? Oui. En fait, il fait tout. Je suis une entreprise de communication. Ça. Polyvalence incarnée. Vous savez, souvent, quand on me demande comment tu te définis, je suis un homme de com, en fait, de la communication. Effectivement, j'ai tourné un film en Vendée. Alors là aussi, dans un milieu très rural. Parce que le film est réalisé par un homme qui d'ailleurs réalise Groland pour Canal+. C'est Étienne Labroue, c'est ça? Absolument. Ça s'appelle L'Élan et ça a été tourné en Vendée. Le film sort en septembre. C'est un film assez original. On ne fera pas des millions d'entrées. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, non. C'est un film très touchant avec un merveilleux acteur qui s'appelle François Morel. Ah ouais, quelle Alors là, chance. tourner avec François Morel, c'est une expérience. C'est-à-dire? Un bonheur. Ouais, c'est ça. Hein. Tellement gentil. Puis c'est du velours, c'est un virtuose ce garçon, non? Dieu sait que j'ai rencontré toutes les stars dans ma vie, pour différentes raisons, depuis 30 ans. Lui, je suis allé vers lui, je lui ai dit, c'est gentil que vous ayez accepté de tourner avec moi. Et il me regarde, il me dit, mais tu plaisantes, mais je t'adore. Ah, je t'adore. Et donc le rapport a été formidable, d'autant plus que toutes mes scènes étaient avec lui. Et là, j'ai un rôle assez important dans ce film. J'ai un autre film qui va sortir, c'est Camping 3. Réalisé par Fabien Teniente, c'est la saga Camping que tous les Français connaissent bien. Tu étais déjà dans la première, hein, c'est ça? Un très grand rôle, je remettais le prix à Miss Camping mouillé. Je me souviens, c'était la belle Frédéric Bell. Ouais. Sympa. Et là, j'ai des scènes assez marrantes avec Gérard Jugnot et Michel Larocque, qui sont les nouveaux de cette saga, avec Franck Dubosc, bien sûr. Et là, ça sort le 29 juin. Tu joues toujours ton rôle? Là, oui, en l'occurrence, oui, parce que ça s'est tourné sur le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est chez toi, là. C'est chez moi, donc je suis Bernard Montiel, oui. Ouais, mais il y a d'autres rôles où je n'étais pas Bernard Montiel. Quand j'étais dans Section de recherche. Sous le soleil aussi. Sous le soleil et Aïcha sur France 2. Mais autrement, Section de recherche, j'étais procureur à Bordeaux. Même si, comme tu l'as dit, j'étais huissier de justice. Non, mais c'est dingue ça. Vous imaginez Bernard Montiel, huissier de justice? Est-ce que vous imaginez? Mais c'est pas possible, t'es trop sympa, t'aimes les gens. Comment tu faisais pour les réclamer de l'argent? Je suis d'un milieu modeste. Si tu veux, il faut vraiment prendre les choses à l'origine. Donc j'avais vraiment envie d'exister d'une façon ou d'une autre. Et comme j'étais bon à l'école, figure-toi, ce qui est assez surprenant, je me disais soit je deviens avocat, soit je deviens commissaire-priseur, soit le plus facile, le plus court, c'était huissier de justice. Alors c'est un métier, évidemment, on connaît les travers de huissier de justice, c'est pas très beau tout le temps, mais il y a aussi le bon côté du métier, c'est-à-dire les constats des dégâts des eaux, etc., tous les services que l'on peut rendre aux gens aussi. Mais j'ai fait ce métier pendant 1 an et demi et j'avoue que c'était spécial et que j'ai arrêté très vite parce que demander des sous à qui que ce soit, je ne peux pas le faire. C'est pas ton genre, hein? Non. Et alors les gens, quand ils me croisent maintenant, parce que je les croise, ils me disent « Ah, on préfère vous voir à la télé que devant ma porte en train de réclamer des sous. » Tu m'étonnes. Ça a été une belle expérience quand même. Moi j'imagine, comme tu dis, c'est une expérience de vie et professionnelle. Mais on est ravis en tout cas que tu aies basculé du côté de la com. Tu parlais du bassin d'Arcachon avec le film Camping. Ça, c'est aussi un endroit important pour toi dans ta vie. Tu es un amoureux de ce coin-là. C'est un endroit essentiel même, un refuge. Parce que j'ai la chance de voyager beaucoup pour différentes raisons là aussi, parce que je m'occupe de la com de différents groupes d'hôtels. Et d'où le fait que j'aille souvent au Maroc ou ailleurs, ou dans le monde entier. Et il se trouve que oui, le Pilat, c'est une région que j'ai choisie. C'est une région que j'ai choisie parce qu'il y a l'Atlantique. Je suis très amoureux de l'Atlantique. C'est aussi les résurgences de l'enfance aussi qui reviennent, parce que Casablanca, où je suis né au Maroc, c'est l'Atlantique aussi. Donc je suis au bord de l'Atlantique avec mes labradors, je passe des journées merveilleuses à me promener, à respirer, à regarder, à manger. Ouais, la belle vie. La bonne vie, mais planquée, loin de Paris quand même. Mais tu as raison, il faut savoir se protéger. C'est vrai que c'est un endroit qui est encore préservé. Cette dune du Pilat, les plus hautes dunes d'Europe. Incroyable. Oui, c'est vrai, de sable. C'est classé au patrimoine. Oui, bien sûr. Bon, tant mieux. Alors tu vois, de chez moi, de ma piscine, je vois le haut de la dune. Parce que quand je sors de chez moi,
Je ne vais pas donner l'adresse exacte parce non, que ça sert à non, rien. tu vas avoir du monde sinon, je non, pense. Non, 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 non. Oh, de moins en moins. Oh là là. Je suis une institution qu'on visite beaucoup moins. Et je sors de chez moi et je vois la dune devant chez moi. Voilà, en grand. Il paraît que tu as été nommé ambassadeur de la dune du Pilat par la région d'ailleurs. Oui, c'est la région. J'étais très flatté. Oui, je suis ambassadeur de la dune du Pilat. Donc c'est pour la préserver. C'est important de la préserver parce qu'elle est grimpée chaque année. Elle au moins, elle est grimpée chaque année par... Voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est vrai qu'elle a de la chance, on est d'accord. Un petit dérapage. et en fait, oui, c'est terrible. Donc elle est grimpée, oui, c'est ça. Elle est grimpée, donc cette dune magnifique chaque année. Et forcément, elle descend. Mais il se trouve qu'avec les marées et tout le reste, la dune, heureusement, garde ses maîtres et garde sa beauté. Et il faut la préserver parce qu'on a voulu créer à la fois de nouveaux domaines, des nouvelles maisons qu'on a interdit, bien sûr. Donc il y a tout un combat à mener pour préserver ce naturel, cette qualité-là qui fait la gloire, le succès de cette région aussi. Bien sûr. Donc il faut faire attention et je suis là et je surveille vraiment et je suis très, très actif. Un véritable ambassadeur, voilà. J'espère. Très, très bon choix. Dis-moi, est-ce que tu jardines? Tu disais que pas trop. Non, j'ai pas la main verte, franchement. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe, oui. Alors j'ai quelqu'un heureusement qui s'en occupe. Mais en revanche, j'ai mon petit carré de plantes aromatiques pour les salades, les machins. J'adore les salades. Ouais. Ça, il y a toujours des salades chez moi, avec de fromage d'ailleurs. Salade, fromage. Donc j'ai des plantes aromatiques de toutes sortes et ça tient, ça va. Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est facile à faire, mais tu disais que tu n'as pas la main verte. Moi, je pense que ça peut s'apprendre avec un bon coach légumes et jardinage. Ça te branche? On y va? Oui, au contraire, bien sûr. Allez, c'est parti pour notre première chronique à votre service. Et oui, toujours dans cette idée de découvrir les jeunes pousses du village Baïséa, dis donc, j'ai mangé du gravier moi avant d'arriver. Hein. Cette pépinière de start-up innovante. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du crédit agricole. Bonjour. Et Patrice, bonjour. Voilà, le temps de prendre le micro, et Patrice Degnaud, président fondateur du réseau Maisons et Services. Maisons et Services, c'est un réseau d'entreprises de ménage pour les professionnels. C'est situé en Mayenne. Et vous êtes aussi, c'est pour ça que vous êtes là, le fondateur du site moncoachlégumes.com. Dites-moi Patrice, moi je voudrais d'abord savoir comment on passe du nettoyage industriel aux légumes. Alors huissier de justice à la communication, ça on sait, mais alors vous dites-nous. Alors Frédéric, non, alors on passe du nettoyage industriel à l'entreprise de nettoyage pour les particuliers. Vous l'avez dit, c'est le réseau Maisons et Services, qui est un réseau d'entreprises indépendantes. Donc nous sommes présents presque sur tout le territoire français. C'est une centaine d'entrepreneurs indépendants. Et c'est vrai que notre métier premier, c'est le ménage, le repassage et le nettoyage des vitres. Et puis il y a une quinzaine d'années, nous avons ajouté l'entretien extérieur, c'est-à-dire la tonte de pelouse et la taille de haie. Et donc nous sommes donc dans le champ des services à la personne, c'est-à-dire que nos factures sont déductibles du montant des impôts. Ouais. Et puis je vous raconterai tout à l'heure cette belle histoire qui est justement cette naissance de venir aider les particuliers à faire pousser des légumes chez eux. Maître Corbeau, décidément, hein, oh là là, Bertrand Corbeau, on va bien sûr parler du village Baïséa. On en parle tous les jours et on reçoit bien sûr ces porteurs de projets qui ont des initiatives étonnantes. Comment est né, peut-être pour resituer ce village Baïséa, cette envie d'accueillir ce genre de projet? Eh bien, le village Baïséa, le village de l'innovation, il est né maintenant il y a 3 ans. Tout simplement de l'idée que nous avions besoin de dynamiser l'innovation dans les territoires, d'aider les startups à lancer leurs projets et surtout de lutter contre une difficulté franco-française qui est la difficulté de faire passer des seuils régionaux, nationaux et internationaux à nos startups. Et donc nous avons décidé avec beaucoup de partenaires, parce que nous avons énormément de partenaires et des grands groupes avec nous, mais aussi avec le monde académique, le monde et la recherche, de créer un réseau de centres d'innovation en France, à partir de la rue de la Boétie, mais il y a 20 régions, dont Bordeaux, qui vont avoir un village de l'innovation, un réseau branché sur le monde pour accompagner les startups et favoriser également la transformation des entreprises, parce qu'il ne s'agit pas que d'accompagner des startups à innover. Tous nos grands groupes sont en pleine mutation. Tous nos grands groupes sont confrontés au choc du numérique, au choc de nouveaux business models. Et donc, ce réseau et ce village a vocation de soutenir cette démarche. Comment vous sélectionnez les startups qui vont rentrer au village Baïséa ?
Alors, la sélection est très forte. Nous avons eu 1000 candidats pour rentrer dans cette pépinière qui regroupe 100 startups aujourd'hui. Et la sélection se fait avec un comité de sélection fort d'une vingtaine de professions différentes. Évidemment, quelques financiers, mais des gens qui sont dans le domaine de l'innovation, des gens qui sont des artistes, des gens qui sont des juristes, des gens qui connaissent les marchés internationaux. Et c'est à l'issue de cette sélection que nous retenons les pépinières, les startups, qui sont dans ce village. Tu connaissais cette initiative, ce village de start-up rue de la Boétie, tu te rends compte? Non, pas du tout, mais en plus je trouve ça extrêmement intéressant et je vous félicite parce que vraiment d'abord on en a besoin, c'est vraiment un besoin, c'est d'utilité publique même j'ai envie de dire. Vraiment bravo, je n'étais pas du tout au courant de cette initiative, bravo, vraiment, je l'ai appris en fait en arrivant. C'est ça, hein, tu as trouvé formidable, oui, je les ai rencontrés juste avant et je trouvais vraiment, je les ai félicité ces deux messieurs d'ailleurs. Et bravo à vous, c'est bien. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que le village BASCA fête ses 1 an, donc 1 an d'existence. Ça mérite un petit bilan en tout cas. Quel est le point? C'est positif d'après vous? Alors le bilan, il est très positif. D'ailleurs, le village est un peu différent de ce que nous avions imaginé au départ, parce qu'un peu comme une start-up, le village pivote lui-même. Il prend une force. On parle d'écosystème, le mot est souvent utilisé à toutes les sauces. Je peux vous assurer que quand on voit les 100 start-up, les 30 grands groupes, dont Engie, dont Sanofi, dont Microsoft, un certain nombre de TI, la recherche qui est présente, et qu'on voit tout ce monde-là en synergie, trouver des idées nouvelles, s'aider mutuellement, permettre à des startups de trouver des premiers contrats, permettre aussi à des entreprises de voir quel est ce nouveau monde qui est en train de naître avec les startups. C'est puissant. Mais le mieux, c'est de venir le découvrir soi-même parce que ça vaut mieux qu'un grand discours sur le sujet. Donc on peut visiter, nous, venez, vous Bernard serez et les moi-même, bienvenus. Et comme à Bordeaux prochainement, il y aura un très beau village BASCA, je peux vous assurer qu'on peut faire œuvre utile. Ah ben j'irai voir, je veux venir, moi. Tout ce qui touche à Bordeaux me touche particulièrement, évidemment. Alors, Patrice Zegnaud, vous faites partie de ces jeunes pousses du village BASCA avec votre site moncoachlégumes.com. Qu'est-ce que c'est que ce site? Alors, c'est un bel accident de parcours. Comme vous le disiez, Maisons et Services est un réseau d'entreprises de proximité qui fait des prestations donc, de services à la personne. Et puis, il y a 7-8 ans, j'ai été ému, j'ai été touché par une dame qui venait malheureusement de perdre son mari, qui était décédé l'année dernière, et qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Degnaud, il faut absolument que vous fassiez mon jardin, parce que le potager, voilà, mon mari était toujours dans son potager, on mangeait les légumes, et c'est important pour moi, et j'ai besoin que mon jardin vive. Et moi, je n'ai pas la main verte. » On en parlait avec Bernard tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte que moi, j'ai été élevé, mes parents avaient un jardin alimentaire, et on a été élevé, moi, ma génération, à avoir des jardins, mais avec tout le côté corvée aussi que ça pouvait peut-être donner. Et il y a eu un saut de génération. Et si aujourd'hui vous voulez avoir quelqu'un qui vient vous conseiller pour faire pousser vos légumes, écoutez, vous ouvrez les pages jaunes, vous regardez sur Internet et vous verrez que ça n'existe pas. Et donc on rentrait dans le champ des services à la personne et donc on est venu ajouter à nos services de tonte de pelouse et de taille de haie, ce fait d'aller aider les particuliers à faire pousser leurs légumes. Et je vous disais, c'est un bel accident parce qu'on a voulu créer un outil pour former nos jardiniers, puisque nous avons un réseau de plus de 300 jardiniers en France. Et en fait, on a fait des conventions, on les forme et on a fait un outil pour commencer à les former. Et on a été tellement loin dans d'autres outils qu'on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, vous pouvez soit aller sur le site Mon Coach Légumes pour avoir soit une communauté, poser des questions, vous renseigner, mais on a été jusqu'à prendre la contribution d'une nutritionniste, Nathalie Hutter, qui est nutritionniste, pour savoir, ma chère Frédéric, si vous voulez, par exemple, pour vous, vos enfants, vos amis, la betterave, si vous la mangez crue ou si vous la mangez cuite, quelles sont les différences nutritives pour vous, la salade, par exemple, de Bernard, avec ses petites plantes aromatiques. Donc ça, c'est bon pour mon corps et manger sain, mais c'est aussi... On a pris aussi les conseils et on travaille avec Frédéric Genot, qui est le premier cuisinier meilleur ouvrier de France en fruits et légumes. Et donc on peut aussi aller, il y aura des vidéos sur les conseils, comment je coupe, comment je cuisine, etc. Donc c'est toute une communauté autour du légume
et une application. Justement, voilà, la fameuse application. Bernard est quelqu'un de très connecté. Là, on était en train d'envoyer des petites photos sur Twitter. On salue d'ailleurs nos amis. C'est vraiment... Alors, je ne dis pas que c'est le potager pour les nuls, mais c'est une application qui va conseiller... Alors, c'est très tendance parce qu'on peut bien sûr jardiner dans des jardins traditionnels, en ligne, comme on a toujours vu, mais on peut aussi faire son potager en carré. Vous voyez de plus en plus de carrés. Et donc, on va vous conseiller pour comment positionner d'abord vos légumes, etc. Mais on a été jusqu'à faire une application pour quelque part c'est ludique, pour vous rappeler, vous aurez des alertes quand vous aurez semé vos radis, on vous dira tiens, tu as semé tes radis il y a tant de jours, va les arroser, va un petit peu éclaircir, enfin, etc. Et donc c'est vraiment le légume du potager à l'assiette. C'est une vraie innovation de service. Alors bien sûr, c'est complètement gratuit, parce que le but du jeu, c'est que moi je pronostique que dans moins de 10 ans, un pavillon sur 2 produira des légumes. On l'espère en tout cas, c'est ça, cette autonomie. Et on n'est pas non plus complètement philanthrope. Plus les particuliers feront pousser des légumes, plus quand vous partirez en vacances, vous aurez besoin de nos services pour venir faire ce qu'on appelle des prestations de surveillance temporaire. Donc, vous pourrez faire vos légumes tout seul sans jamais avoir besoin de nous, et c'est très bien. Mais on espère quand même que de temps en temps, vous aurez besoin de nous, soit parce que vous serez parti en week-end en vacances, ou soit tout simplement parce que vous voudrez consommer des légumes sains, sans pesticides, et avec le plaisir de les faire avec vos enfants. Mais on pourra aussi vous les faire grandir, ces légumes, chez vous, sur votre terrain. Oh, qu'est-ce que vous en parlez bien. Je comprends, vous y craquez pour ce projet-là. Et vous, Bertrand Corbeau, vous avez la main verte depuis l'intégration? La main verte, pas encore, mais justement, j'ai trouvé la solution et je crois qu'il peut vraiment beaucoup pour moi. Mais ce que je voudrais dire quand même en l'écoutant, et en pensant à toutes ces startups, puisque nous en aurons entre 600 et 1000 dans nos villages dans les 2 ans qui viennent. C'est que dans un contexte que nous connaissons, qui est difficile pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, en même temps qu'il faut lutter contre cette crise et ces difficultés, nous devons investir dans l'innovation, accompagner les projets, parce qu'au fond, on a plein de talents et on a un énorme potentiel en France autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et donc, derrière ce témoignage, il y a aussi l'idée que le futur, il sera ce qu'on en fera, et nous avons énormément de belles choses à construire ensemble. Merci beaucoup Bertrand Corbeau. Merci Patrice Degnaud. On se retrouve sur moncoachlégumes.com. Bien sûr, tout à fait. Je voulais juste dire que c'est 100 créations d'emplois par an, sans aucune aide, rien. Et c'est du durable et c'est de l'emploi local, non délocalisable. Voilà. Eh bien voilà, c'est entendu. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à très bientôt et plein de succès pour moncoachlégumes.com. Nous, on va aller s'inscrire avec Bernard. On va aller jardiner. Mais pour l'heure, si tu veux bien, Bernard, on va aller retrouver Julien Rosburger. Je ne sais pas si tu sais, c'est notre envoyé spécial du hall des produits. Voilà, il est en duplex, il est avec nous et je crois qu'il va nous parler du safran. C'est ça, Julien? Bonsoir Frédéric, bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parle safran. On parle safran ce soir avec Monsieur Nolo. Bonsoir Monsieur Nolo. Bonsoir. Alors vous avez différents produits à nous présenter. Qu'est-ce que vous avez là? Alors moi je suis producteur de safran et tous mes produits sont soit du safran, soit à base de safran. Donc en fait le safran pistil, comme vous le voyez ici, qui est vraiment le safran tel qu'il sort du champ. Ensuite, ce safran peut être réduit en poudre que l'on conditionne en petites dosettes de 0,1 g, comme ça. Voilà, donc c'est le même safran qui est réduit en poudre. Ensuite, nous avons quelques produits dérivés, toujours à base de safran. Donc nous avons des petits sablés, pur beurre, poudre d'amande et safran, bien sûr, qui sont délicieux. Et ensuite, nous avons des pâtes, tagliatelle et spaghettis au safran. Et ensuite, un sirop sucre-safran qui permet de faire des cocktails façon kir avec du vin blanc ou du champagne, qui permet de faire de la cuisine sucrée safranée et qui permet également de faire un thé au safran, par exemple. Voilà. Alors, le safran, ça fait combien de temps maintenant que vous en faites? Alors, le safran, ça fait ma 6e récolte. On a démarré il y a quelques années. Donc déjà pas mal de temps, mine de rien. Alors le safran, c'est très compliqué pour en produire, pour en cultiver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait ce safran? Voilà, je vais vous expliquer. Donc en fait le safran s'appelle crocus, c'est un crocus, crocus sativus en latin. On part d'un bulbe que l'on plante dans une terre légère
Ensuite, cette plante, donc la plantation s'effectue au mois de juillet-août. Ensuite, les premières fleurs apparaissent dès le mois d'octobre suivant. Donc ces fleurs sont cueillies. Ensuite, on récupère le pistil ici, à l'aide d'une pince à épiler. On vient prélever le pistil. Voilà. Alors, moi j'ai quand même une petite question par rapport à ce safran. On pense toujours à des pays exotiques, que c'est une grande épice, qui vient pas forcément de France. Alors quand vous leur dites que cette plante vient d'Essonne, enfin cette épice vient d'Essonne, les gens du Salon de la Culture, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les gens sont effectivement toujours surpris quand ils voient qu'un safran qui pense venir d'Iran, qui pense venir des pays du Maghreb, pousse en Essonne, pousse très bien en Essonne, pousse très bien dans le parc du Gâtinais. Et un safran, une épice qui pousse dans le parc du Gâtinais, qui pousse en Essonne, a un parfum extraordinaire. Alors il faut faire très attention, il y a des règles d'utilisation pour le safran. Qu'est-ce que c'est? Alors les règles de base pour le safran, qui s'utilisent soit en pistil, soit en poudre, la règle de base c'est toujours incorporée en fin de cuisson dans le plat. Sinon le safran est une épice qui ne cuit pas. Donc si vous cuisez du safran, il va en rester suffisamment, mais il va se perdre de l'odeur et du goût. Et la règle de base pour utiliser le safran en pistil, c'est une infusion. Une infusion dans la matière qui va servir au plat. Si vous faites un plat salé, vous pouvez infuser dans un peu d'eau, un coq au vin dans un peu de vin. Vous faites un dessert sucré, vous faites infuser dans un peu de lait pendant 2-3 heures avant l'utilisation. Et toujours en fin de cuisson, l'incorporation. Et si on veut venir vous voir au Salon de la Culture, vous êtes où? Alors, je suis au hall 7-1 dans l'allée G16. Merci beaucoup. Alors c'est bon, vous avez tout noté, Bernard, toutes les règles pour le safran? Oui. 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 Oh, je suis pas sûr, j'ai pas l'impression. Si, Alors, bien sûr que si, en plus, je confiais à Frédéric que mon frère cultive le safran. Alors, vous voyez? Et voilà, et bim. Voilà. Bon, on va essayer de se rattraper alors avec le foie gras juste après, de la bière au foie gras. Ah oui, ça c'est une très très bonne idée. Mais merci Joël en tout cas pour sa belle production de safran, ces jolies photos. Et puis des recettes parce qu'on se disait, nous avec Bernard, on aime bien le safran mais on ne sait pas trop comment le cuisiner. Oui, c'est difficile. Moi j'avoue que mon frère m'en donne, parce qu'il le cultive donc dans le Gers où il a une petite maison. Et c'est difficile, il m'en donne à chaque fois dans des petits trucs comme ça, c'est comme de l'or. Il me donne ça comme si c'était de l'or. Ça coûte cher. Et je sais que c'est cher et rare. Mais je ne sais pas où le mettre, dans les spaghettis peut-être. Dans les pâtes, c'est super bon, c'est ce que nous a dit Joël d'ailleurs. Vous ramenez des petites recettes pour nous s'il vous plaît, hein, d'accord? Oui. Et puis un petit peu de safran si c'est possible. On vous embrasse, à plus tard Julien. À tout à l'heure. Allez, c'est parti, on continue. Vous raflez tout ce que vous pouvez. Vous avez entendu la consigne, on compte sur vous. Allez, on va continuer avec nos deux petites envoyées spéciales, cher Bernard, parce qu'en fait, nous avons demandé à deux petites filles, Morgane et Lina, elles ont 5 et 8 ans, de se balader pour nous dans le salon de l'agriculture et de tester les activités pour les familles et pour les enfants. Et bien aujourd'hui, elles vont aller à la rencontre de la famille Jolipré. Les Jolipré, on les avait déjà reçus dans notre émission l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était Taïk Chris, le parrain, l'ambassadeur des Jolipré. C'est une famille d'éleveurs très engagés, très responsables, très sympa, qui propose une série d'animations destinées bien aux tout petits, même aux plus grands. C'est le salon de Morgane et Lina. La ferme Jolipré, vous voulez faire le quiz? C'est très important de mettre en place cet espace dédié aux enfants parce que c'est un public qui est quand même assez réceptif. Alors donc ça fait plusieurs années que je viens ici pour faire une partie d'animation et on apporte des réponses claires, on essaye d'être très pédagogique pour apporter des réponses à des questions très simples. L'essentiel, c'est de faire comprendre aux enfants comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait sur nos fermes, quel type d'animaux on élève. Voilà, et donc du coup, les enfants sont là, mais les parents sont là aussi. Et je trouve que c'est un endroit assez intéressant pour faire passer quelques messages, mais des messages très simples. En train de faire un quiz. On est en train de trouver les mots. Des mots qui sont inscrits sur le décor. Tu prends la grange?
y a des réponses qui étaient faciles. On a trouvé la grange. On a trouvé l'herbe. On a envie de voir le reste parce que là, on vient de faire qu'un quiz, donc on peut voir encore plusieurs choses. Cette année, il y a des nouveautés qui sont très sympathiques. Il y a la chasse au trésor, donc les enfants ont un questionnaire et ils doivent chercher les réponses sur le mur. Après, on a l'espace où j'interviens dans l'animation avec un quiz, avec des questions et des réponses proposées. Et donc, où en tant qu'éleveur, on intervient pour donner les explications à cette réponse. Après, on a la danse, les comptines qui sont aussi nouvelles cette année, et les enfants apprennent une danse qu'ils vont venir interpréter sur la scène après le quiz. Oh là là, je me suis dit mais c'est bizarre, mais c'est pas possible que je danse comme ça, moi. Je me suis dit mais oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait t'as pas si peur. C'est moins enjoué que ça a l'air. Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de monde, et quand on voit la mine réjouie des parents et des enfants, je trouve que c'est un beau signe et ça veut plutôt dire que ça marche. On se trouve au hall 1 pour voir la ferme des Jolis Prés dans l'espace Interbève. Oui, j'ai bien aimé le dessin animé. J'ai bien joué avec la télécommande. J'espère qu'on va le refaire. Bon, je vais aller voir Luna maintenant. À demain. Ah. Allez, salut les filles, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ah, on entend les sonneurs. Voilà, les sonneurs sont dans le hall 4, ils sont en train d'arriver. Hein, c'est joli ce corps de chasse comme ça. C'est très joli, c'est même émouvant je trouve d'entendre ça. C'est beau comme son, c'est un son rare quand même, hein, chez nous à Paris quand même, hein, ça c'est clair. Ah c'est clair, ouais. Vous allez voir passer les biches tout à l'heure. Ah ils vont passer? Oh que oui, ils vont passer. Moi je voulais savoir si vous aimiez les crèmes glacées, Bernard, si vous êtes un gourmand. Mais bien sûr que j'aime les crèmes glacées. Est-ce que vous vous souvenez de la camionnette de glace qui arrivait dans le quartier avec la petite musique? Vous avez connu ça? Bien sûr, oui, oui, avec les jolis cônes comme ça, là, vous savez, ils l'enlevaient. Et à chaque fois, c'était la découverte des merveilles, c'était la cave au trésor qui nous se pointait dans la maison comme ça. C'est nostalgique, hein, tout ça. Oui, oui. Eh bien, dans notre coup de pouce du jour, on va accueillir quelqu'un qui a remis un coup de projecteur sur cette belle idée du camion de glace. C'est parti. Et puis voilà, c'était la belle idée de créer un ice truck fermier. Et c'est Philippe Cocagne qui l'a eu. Bonjour Philippe, asseyez-vous, je vous en prie. Et il est venu avec des glaces qu'on va déguster bien évidemment. Bonjour. Comment ça va? Très bien, bonsoir Frédéric, bonsoir Bernard. Ça va très bien, bonsoir. Je suis très content. Alors vous êtes sur le salon de l'agriculture là? Oui. Ouais, vous faites vos glaces? Avec nos crèmes glacées et nos sorbets. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que ces glaces-là, en fait, à la base, elles sont faites avec du bon lait, mais du bon lait des vaches de Philippe Cocagne. Ah, très bien, bravo. Tout à fait. À la base, nous sommes agriculteurs et depuis, on attaque la 8e année. Donc, depuis 8 ans, nous fabriquons avec une partie du lait que nous produisons, donc des crèmes glacées et des sorbets avec des fruits que nous achetons. Alors, vous êtes situé en Normandie. Dans quel coin de la Normandie? Donc, on est dans l'ouest du département de l'Eure, entre Berne et Pont-de-Mer. Plus précisément, je vais la citer, Saint-Jean-de-la-Lécrée. 60 habitants, c'est un... 60 habitants. Ça vaut le coup. C'est pas mal, hein, c'est beau ça. Hein. C'est génial. On est à 35 km de la côte, Honfleur tout particulièrement. Alors vous avez une boutique déjà avec ces glaces-là? Alors donc depuis 7 ans, on attaque la 8e année, on commercialise nos glaces auprès de particuliers
notamment à la ferme et surtout aussi à Honfleur, où dès le départ, nous sommes allés à la rencontre des consommateurs, parce que Saint-Jean-les-Crêts, c'est magnifique, mais il passe 15 voitures par jour et on en connaît 14. Puis 60 habitants, ça fait pas vivre. On est parti sur Honfleur pour faire déguster nos produits, et on travaille aussi, on propose nos produits à une clientèle de revendeurs, principalement en circuit court, et on a des partenaires restaurants qui ont le souhait de travailler, de développer les produits locaux. Puis là, en face de toi, tu as un des 10 meilleurs glaciers de France. Ah, mais j'en suis persuadé. Tu vois alors, je propose qu'on goûte quand même, non? Mais oui, mais c'est ça que j'attendais depuis tout à l'heure. Je vous ai amené donc une glace au caramel au beurre salé. Oh là là. Et Normandie oblige, une glace au calvados. Alors, je peux venir? Viens avec nous. Viens Bernard. Celle-ci, c'est caramel au beurre salé. Alors, celle-ci, Calvados. Alors, caramel au beurre salé, Calvados. Donc, oups, il y a de l'alcool dans celle de Calvados. C'est laquelle? C'est ça, caramel? Caramel, beurre salé, Calvados. C'est ça. Alors, une crème glacée, lait, crème fraîche. Je dis bien lait, c'est pas de l'eau, de la poudre de lait, on est producteur de lait. Lait, crème fraîche, jaune d'œuf, sucre, caramel, beurre salé. Ah oui. Et glace au Calvados, c'est du Calvados d'une distillerie locale. Tu vas la finir, toi, celle-là. Alors, Calvados, alors, tous nos produits sont sans colorant, sans conservateur. Et on ne foisonne pas, il n'y a pas d'air dedans. Ce qui donne une densité, une réalité intègre au niveau des produits que l'on y met, que ce soit le lait ou les fruits. Et puis je crois que vous êtes très respectueux de la saisonnalité aussi, ça c'est important. Chez vous, il n'y a pas de melon en hiver. Hein. Non, attention. alors c'est vrai qu'on fait de la glace, ça pourrait se garder. Mais moi, j'ai pas envie de manger du melon en hiver, donc j'en propose pas. Donc melon, nectarine, abricot sont des parfums d'été. Pain d'épices, figues, marron glacé, c'est des parfums qu'on va faire l'hiver. C'est un vrai bonheur. Hein. Combien de parfums en tout? À peu près 80. Ah oui, 80, d'accord. Et les fruits, ils viennent d'où? Alors les fruits, quand c'est possible localement. Ouais. Si je vous dis pour la mangue, c'est pas possible, la banane encore moins. Ouais. Mais tout ce qui va être pommes, poires, déjà on va travailler avec des fruits frais majoritairement, notamment les fruits d'été, nectarines, melons, abricots. On les a après ceux-là. Tout ce qui va être pommes, poires, bananes, citrons, tout ça c'est forcément des fruits frais. On travaille toujours avec des fruits. Bon, alors, il y a le magasin, le circuit court, vous redistribuez aussi vos glaces, bien évidemment, à des revendeurs. Et puis, il y a cette idée géniale qui est de recréer la camionnette qu'on a connue. Vous l'appelez le Ice Truck fermier. Voilà, on le voit bien, hein, voilà. C'est la petite camionnette bien sympathique. C'est quoi comme modèle, ça? Les connaisseurs vont certainement reconnaître. Tu connais ça, là? Tu la connais, cette camionnette? HY Citroën, dit le tube. Dit le tube, le fameux véhicule mythique. Elle est géniale. Mais pour financer ce Ice Truck, vous avez eu besoin forcément d'argent. Et plutôt que d'aller voir une banque, figure-toi que notre ami a décidé d'aller voir Mimosa. Est-ce que tu connais Mimosa? Mimosa, c'est joli Mimosa. Alors c'est le fils de Popeye et d'Olive. Mais Mimosa, c'est surtout une plateforme de financement participatif. Le crowdfunding, tu connais ça? Oui, oui. D'ailleurs, le film L'élan qui va sortir, il a été fait comme ça. Absolument, crowdfunding, voilà. Oui. Eh bien, c'est l'idée qu'a eu notre ami. Vous aviez besoin de combien d'argent pour financer ce camion? C'est un budget de 25 000 €. Pas mal. Nous allons autofinancer 5 000 € et nous sollicitons nos clients et tous les gens qui le connaissent à hauteur de 20 000 €, avec bien évidemment des contreparties. Et ces contreparties sont avant tout la mise en avant de nos produits. Bien sûr, voilà, tu les as, les contreparties. Donc, il nous reste une minute, on va faire vite, mais bien sûr, il y a des pots de glace, il y a des remerciements. Il y a carrément, on te prête le truck pendant un week-end avec tes copains pour aller dans la dune du Pilat. C'est une bonne idée. Tu vois, c'est pas mal. Des bons d'achat chez nos revendeurs, des repas tout compris exemple, chez nos partenaires restaurants. Pour un anniversaire, on peut faire appel à vous. Exactement, c'est ça l'idée. Merveilleux. Non, c'est une bonne idée. Alors, ce financement a commencé depuis peu. Combien de jours? Il y a 2 jours. Oui, alors voilà, c'est tout récent. Tiens, on va aller se rasseoir un petit peu. Prends ta glace, puis on va se reposer. T'as pris quoi, Armagnac, Cognac ou Calvados? Écoute, ça m'est égal, c'est tellement bon que... Alors, ça fait 2 jours, vous avez récolté déjà combien d'argent? Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 1 000 €. Waouh, 1 000 € en 2 jours. C'est parti. Et il y a des engagements, on a quelques promesses à venir. Non, mais ça va venir, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Et puis comme on est en direct, bien sûr, on encourage tous les téléspectateurs de Normandie ou d'ailleurs à aller faire un tour sur le site Mimosa et d'aider notre ami pour financer son Ice Truck et ses glaces extraordinaires. Donc on espère que vous allez obtenir cet argent-là. Et puis chez Mimosa, c'est un partenaire au-delà du financement, et ça ce sera pour terminer. On en parle tous les jours, c'est un partenaire humain, un partenaire qui soutient. Voilà. Qui nous a aidé à monter le projet. Voilà. De façon à le rendre alléchant et qu'on puisse séduire un maximum de gens à l'image du produit que vous dégustez. Alors, si on veut goûter, vous êtes où? Parce que nous, on est des privilégiés. On peut vous retrouver où? Alors, donc, on est au Salon de l'Agriculture, Hall 7,
Hall 7, bien sûr, le hall des produits. Stand 13, allée D, je crois. Bon, en tout cas, on saura vous Sur retrouver. le département de l'Eure. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Philippe Cocagne. Merci à vous. Plein de succès pour le Ice Truck Fermier et Vauglins. Et puis Bernard a tout mangé. Ça y est, c'est liquidé. Vous avez un fan. Et il faut que tu fasses une contribution. Hein. Tu es obligé. Ah oui, non, c'est une merveilleuse idée. Et puis bravo, c'est de très très grande qualité. Merci Bernard. Vraiment, bravo. Merci beaucoup, Frédéric. Philippe. À très bientôt. Allez, on continue. On reste avec les vaches dans le mag, avec les dessous du salon de l'agriculture. Et oui, les coulisses du fameux concours général agricole des primes Holstein. Un sujet de Léonie Samel. Chut, dis rien, mange. Au salon de l'agriculture, de superbes spécimens paradent dans leurs plus belles robes. C'est un peu la Fashion Week agricole. Chaque jour, des concours sont organisés pour élire la plus belle bête de chaque race. Hirondelle fait partie des heureux élus pour défiler dans la catégorie Prime Holstein. Olivier, son éleveur, est aux petits soins depuis plusieurs mois avec sa championne. Allez, vas-y. À 2 jours du concours, la belle a un rendez-vous un peu particulier pour les derniers ajustements de sa robe pie-noire. Peigne, tondeuse, sèche-cheveux, nous sommes dans l'espace clippage du salon. Un salon de coiffure bovin. Bruno Toussaint est un fin connaisseur de la race. Depuis 10 ans, il prépare les animaux pour les concours. Le but de la préparation, c'est de tondre l'animal, mettre en valeur, mais il faut que ce soit naturel. On ne doit pas voir les coups de tondeuse. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur, un bon coiffeur. Si on voit qu'il y a des coups de ciseaux dans vos cheveux, je pense que vous n'allez pas y retourner la fois d'après. C'est à peu près pareil au niveau de la tonte des animaux. La préparation est une étape primordiale pour le concours et Bruno travaille sous l'œil très attentif de son ami. Je fais gaffe quand même. Non, je plaisante. C'est plus ma vache que je garde à l'œil que Bruno, oui. On voit, c'est un rigolo parce que ils ont des doigts d'or, quoi. Et alors on voit les animaux se transformer, quoi, sous leur job, quoi. C'est génial. Dans 2 jours, Hirondelle concourra dans la catégorie jeune pie noire face à 9 concurrentes. Mais en attendant, il est encore l'heure de se faire dorloter. Ce matin, c'est le grand jour. Toute l'équipe des Prime Holstein est en effervescence. Poils lustrés, coup de brosse sur la ligne de dos, gel lustrant sur les mamelles. Dans quelques minutes, les jeunes pie noirs défileront sur le grand ring. Et ce matin, Olivier est bien plus stressé que lorsque nous l'avions quitté. La pression monte. C'est que tous les matins, on se lève pour ça. Pour arriver là, pour être là aujourd'hui, pour amener les vaches au ring. C'est un moment important, un moment que tu as envie de vivre, un moment que tu as dans ta tête depuis longtemps. Et voilà, et du coup, tu n'as pas envie de le rater, tu n'as pas envie de ne pas être là, tu as envie que la vache aille bien, tu as envie de tout, quoi. Tant qu'on aura ça, on continuera à y aller. Le jour où on n'a plus la pression et où on n'a plus ce stress, c'est globalement qu'on n'en a plus grand-chose à faire. Et je ne crois pas qu'on reviendra là, quoi. Enfin voilà, on passera à autre chose. 2A, on y va, on se prépare, merci. Sur le grand ring, le concours a déjà commencé. L'ambiance est animée, on se croirait presque dans un show à l'américaine. Numéro 18, Chanterelle Dalida FM. Olivier en est à son 5e salon, et pourtant, arrivé l'heure de défiler, c'est toujours le même stress qui l'envahit. Pour ne pas transmettre son anxiété à Hirondelle, ce n'est pas lui qui l'emmènera sur le ring. C'est Pierre, son ami, qui s'élance. Les dés sont lancés, la belle des prés n'a que quelques minutes pour séduire le juge. Tête haute, dos droit, démarche régulière, Olivier, lui, observe impuissant. Pour l'instant, il n'est pas à la vache est bien, elle est cool, elle marche bien. Pierre, il l'amène bien. Le juge, lui, scrute les moindres détails. Tout le monde est suspendu à son geste. Le suspense touche à sa fin, le verdict tombe. Hirondelle est 7e. On va être 7.
C'est dommage, c'est un peu décevant. Je m'attendais quand même à mieux, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hélas, pas de podium pour la mise d'Olivier. Il est déçu, mais reste bon perdant. Elle est peut-être un peu loin, mais voilà, c'est comme ça. Un peu loin à mon goût, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. On a encore du boulot. On a encore du boulot, voilà, c'est tout. On n'est pas encore au top, il en reste un peu. On est sur le chemin, mais on n'est pas arrivé. Mais pour le moment, l'heure est au repos. Olivier et Hirondelle n'ont plus qu'à profiter des derniers jours du salon. Allez, c'est l'heure à présent de retrouver Julien Rosburger en duplex du hall 7, le hall des produits. Il nous avait parlé, Julien, tu te souviens Bernard, d'un foie gras à la bière d'Alsace. On est d'accord, hein? Oui, absolument. Je ne connais pas. Hein. Eh ben, c'est parti, c'est à vous, Julien. Le foie gras à la bière, bon, je prends un maximum aussi de produits pour Bernard, il n'y a pas de souci, on s'en occupe. Alors le foie gras à la bière avec Monsieur Claude, bonsoir. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce foie gras? Alors déjà, il faut noter que c'est une origine alsacienne quasiment à 100%, puisque le foie gras est issu de la filière alsacienne et la bière également est brassée en Alsace. Donc tout est local. Les canards sont à moins de 15 km, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a une quinzaine de kilomètres de chez moi. Alors ce foie gras à la bière, comment vous est venue l'idée? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai entendu que la filière brassicole de la grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, maintenant c'est la grande région, était mise en avant sur le salon de l'agriculture. Donc je me suis mis un petit peu un challenge d'associer le foie gras et la bière. Alors le foie gras et la bière, il y a pas mal de gens qui le goûtent au salon de l'agriculture. Comment c'est? Les gens aiment bien? Les gens se demandent quel goût ça peut bien avoir? Alors le salon de l'agriculture, c'est un joli challenge test pour tester justement un nouveau produit. Et là, ça fait l'unanimité. Tout le monde est sans réserve et satisfait. Alors vous me disiez, vous étiez cuisinier, ça vous a aidé aussi pour faire ce genre de mélange? Est-ce que aussi le mélange a marché du premier coup? Ouais, alors effectivement, j'ai une bonne vingtaine d'années de cuisine avant de faire de la conserverie et ça m'aide effectivement pour élaborer des recettes, on peut dire, originales. Et les premiers tests, réfléchis déjà dans ma tête, n'étaient pas forcément évidents, mais les premiers tests techniques en grandeur réelle, c'était parfait, quoi. Alors pour les gourmands, il y a plein de manières de manger le foie gras. Vous le mangez comment le foie gras? Alors le plus simplement du monde, avec un joli pain, une jolie baguette toastée, un joli pain de campagne toasté. J'aime pas les pains mous, vous voyez ce que je veux dire, les pains de mie ou les choses comme ça, c'est pas sexy, c'est pas sympa. Donc allons-y sur une jolie baguette croustillante. On la toast un petit peu, on sert le foie gras, pas trop chaud, faut pas que ce soit à température ambiante, sinon ça devient désagréable. On reste sur quelque chose d'assez ferme et de croquant. Et voilà, un joli verre de vin d'Alsace ou de bière, on va savoir. On reste dans la région Alsace. Et je sais que vous avez d'autres innovations, vous êtes en train de faire d'autres mélanges, vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais, j'ai fait un truc un peu plus farfelu, mais ça me ressemble assez. C'est un foie gras de canard avec un confit de choucroute dedans. Alors, on a hâte de goûter. Bernard, ça vous donne envie aussi ce genre de choses? Bof. La choucroute, je suis pas sûr. Mais c'est une bonne idée, ce monsieur a l'air très compétent. Hein. C'est surprenant. Nous, on aime bien, enfin moi j'aime bien l'idée du foie gras à la bière d'Alsace. Ça, je trouve que ça, c'est une super idée. Et ouais, on a hâte de déguster. Choucroute, faut voir. Il faut nous en ramener un petit peu en plateau. C'est toujours pareil, Julien. Oui. Vous nous en parlez beaucoup, vous mettez l'eau à la bouche, puis il n'y a rien qui revient. Alors, au bout d'un moment... Et est-ce qu'il préconise un coup de blanc doux ou blanc sec, lui? Puisqu'il y a déjà de la bière dedans. Alors, excusez-moi, je ne vous entends pas extrêmement bien, mais en tout cas, il va vous dire où il est. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir manger de ce fameux foie gras. Où on peut vous trouver un? Alors, au fond du hall 3, dans la région Alsace, tout simplement. Bon, Bernard, il vous attend. Ok. Merci beaucoup, Julien. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures culinaires en direct du Hall 7. À bientôt. Et tout de suite, ces paroles d'agriculteurs dans le MAG. Légumes et de fruits, Bernard, installé au fond d'un champ, juste au fond d'un champ. C'est l'initiative d'un agriculteur que nous recevons tout de suite. Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise. Tout à fait. Vous êtes où précisément? Alors, je suis au sud-est de l'Oise, à un petit village qui s'appelle Mareuil-sur-Ourcq. Ah oui, Mareuil, oui, ça dit quelque chose, ça, Mareuil-sur-Ourcq. L'Ourcq qui passe à Paris, bien sûr. Bien évidemment. Alors, vous faites partie du réseau Agri-Demain. C'est un chouette réseau, Bernard, Agri-Demain. C'est vrai. Ouais, c'est un réseau qui a décidé de communiquer sur le monde agricole et de faire de nos amis qui viennent tous les jours, comme Christophe, des ambassadeurs de leur travail et de leurs initiatives. Aujourd'hui, c'est un distributeur de légumes. Ça veut dire que vous produisez des fruits et des légumes?
Tout à fait. À la base, nous étions céréaliers. Je suis agriculteur depuis 25 ans. Et nous nous sommes lancés dans une diversification dans le maraîchage il y a 1 an et demi. Et nous avons ouvert une boutique à la ferme. Et en plus, comme nous sommes proches de Paris, il y a des gens qui rentrent tard du travail. Eh bien, nous avons ouvert un distributeur automatique de légumes. Et vous, Bernard, si vous rentrez à 11h du soir, vous pouvez aller acheter une salade fraîche, des radis qui ont été cueillis le matin même. C'est génial, C'est une belle idée. Moi, j'aime bien l'idée de cette boutique comme ça, là. Oui, vraiment. Puis la boutique à la ferme, déjà, ça fait rêver pour nous. Et puis comme ça, c'est vraiment une belle idée. Il n'y a aucune contrainte d'heure comme ça. Oui, puis c'est vraiment, on reste en circuit court, donc c'est vraiment du producteur au consommateur. J'aime bien cette idée aussi d'être un petit peu acteur de son alimentation et de se dire, tiens, chérie, enfin, je me permettrai pas. Frédéric, oui. Mais Bernard, il nous manque une salade, on n'irait pas en chercher une toute fraîche? C'est-à-dire que je vous enverrai vous et moi je regarderai le match. Mais c'est bon, ça m'étonnerait de vous, Bernard. C'est pas votre genre. C'est pas vrai, J'en suis pas sûre. mais en tout cas, ça c'est une belle idée. Mais comment vous est venue une idée de faire un distributeur de légumes et de fruits? Je vous dis, c'est parce que la population de mon village est assez urbaine, va travailler à Paris parce qu'on a un train direct pour Paris, ou va travailler à l'aéroport de Roissy. Donc il y a des hôtesses de l'air, par exemple, qui sont en horaire décalé. Et l'idée du distributeur, c'est de s'adapter à leurs horaires. Par exemple, j'ai des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils passent à 6h du matin pour prendre un panier fraîcheur pour manger le midi à l'hôpital. C'est sympa, mais il y en a beaucoup de distributeurs comme ça? Il y en a 200 en France actuellement. Ah, carrément. Mais on est vraiment on sent une réelle demande. Dans des points stratégiques, je suppose? Pas forcément, moi mon village a 1800 habitants. Ouais, c'est ça, hein. Mais si je compte les villages aux alentours, on aura, dans un rayon de 5-6 km, on touche 10 000 personnes. Mais là, par exemple, quand vous parlez d'une personnel navigant, il le trouve où? Elle est où la boutique? C'est un petit chalet à l'entrée de ma ferme, dehors. Moi, quand je dors la nuit, il est fermé, mais il est éclairé, il est ouvert la nuit. Donc en pleine nuit, on peut venir acheter des légumes. Et selon la tête de l'hôtesse, vous sortez ou pas? Il y a une caméra, mais c'est juste pour la sécurité. Oui, justement, je me demandais, on pourrait utiliser les images de la caméra. Nous, ça nous intéresse. Ce serait étonnant de voir quelqu'un à 2h du matin venir chercher sa salade ou ses légumes. Mais c'est une super idée. À la Saint-Valentin, il y a des gens qui sont venus acheter des légumes en disant je cherchais des fleurs, j'ai pas trouvé, j'achète des légumes à ma femme. C'est joli. Ça, c'est génial, s'éclater à la Saint-Valentin avec des légumes, c'est formidable. J'adore. Alors, parlons-en de ces légumes. Vous suivez la saisonnalité, forcément. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux consommateurs qu'il y a des saisons, et ça, ils l'ignorent un petit peu. Donc, on a quand même une boutique ouverte à la ferme 3 demi-journées par semaine. Et là, on recrée du lien, on réexplique comment on produit. On est vraiment dans un schéma de protection intégrée, c'est-à-dire le minimum d'intrants. On n'est pas agriculture biologique, mais on tend vers un minimum d'utilisation des produits phytosanitaires. Néanmoins, quand une salade ou une plante est malade, on est obligé de la soigner. Voilà. Mais sinon, voilà, on réexplique les saisons et on fait surtout un panier, on va dire, le plus de variétés possibles, d'espèces possibles. Ça va de la salade, de la mâche, même du fenouil, enfin, même du melon dans l'Oise. Vous voyez, voilà. Décidément, le melon, on en parlait tout à l'heure avec notre ami Glacier. Il faut vous mettre en contact, vous n'êtes pas très très loin. Donc, on suit la saisonnalité, on est d'accord. Mais comment vous faites pour conditionner? Tout à l'heure, en préparant l'émission, je me disais, bon, un potiron, c'est pas des petits pois. Comment vous calibrez vos aliments? En fait, on récolte seulement les besoins de la vente. Par exemple, le samedi, c'est une grosse journée. Et donc, on va accueillir un petit peu plus le samedi matin. Et comme on ne veut pas accueillir le dimanche parce que voilà, c'est les week-ends pour tout le monde, hein, et néanmoins le distributeur va falloir alimenter le dimanche, donc les salades seront cueillies le samedi. Mais par exemple le vendredi, lorsqu'on va remplir le distributeur, les salades vont être cueillies le vendredi matin. Ah ouais, donc et super si fraîcheur, samedi, t'imagines? si jamais le samedi la salade n'a pas été vendue, elle va être changée parce qu'on peut pas aussi, c'est quand même des produits de première fraîcheur. Voilà. Et le melon par exemple, supposons que je choisisse un melon et qu'il n'est pas bon. Exact. Je me plains à qui? Nous avons un cahier de doléances dans le distributeur. Ah oui? Et les gens, lorsqu'ils se plaignent sur un produit, et malheureusement ça peut arriver parce que ce sont des produits frais, eh bien nous invitons la personne à repasser au magasin, on lui change gratuitement le produit qui n'a pas donné satisfaction. Ça nous arrive régulièrement. C'est génial. Alors il faut en ouvrir un au Pilat-sur-Mer, avenue des Dunes, vous voyez, près de chez moi. Voilà, une belle adresse et ça risque de marcher très très fort. Le seul problème, c'est que j'arrête trop de temps de transport pour venir réapprovisionner. Et c'est vraiment du travail, le distributeur. Ça paraît anodin, mais tous les dimanches, il y a 1h30 de travail pour le remplir. Ah oui. Ah ouais, ok. J'imagine, oui. Parce que chaque case est pesée, parce que le consommateur, bien sûr, il faut qu'il en ait pour son argent. Donc on pèse tous les produits qu'on va mettre dedans. Mais est-ce que ça coûte plus cher que d'aller finalement dans le supermarché du coin? Non, ça coûte pas plus cher. Néanmoins, c'est pas moitié moins cher que la grande distribution, parce qu'on a quand même des coûts. Ça devrait être moins cher. Ça devrait être moins cher. C'est moins cher, mais c'est pas moitié moins cher. Voilà. Mais voyez, vous pourriez faire appel, si vous ouvrez par exemple les boutiques comme au Pilat, je parle de ma paroisse ou Arcachon, vous n'avez qu'à faire appel à des gens, aux paysans ou aux agriculteurs du coin qui, eux, alimenteraient votre boutique. C'est vrai, ouais.
Vous pourriez aller créer une licence, Voilà, vous donner voyez. une idée. Non, mais il y en Il a, a les idées, il y en hein. a partout en France, ces distributeurs. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer du lien et de la proximité. Voilà, Et puis, pardon, je vous interromps, mais aussi de communiquer sur votre travail. Est-ce que ça a changé le regard des consommateurs ou de certains d'entre eux? Tout à fait, ça permet d'expliquer à la société parce que souvent on est mal vu, nous les agriculteurs, dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Et malheureusement, les médias souvent nous attaquent là-dessus. Néanmoins, lorsque je montre une plante qui est malade, je peux expliquer à la société, au consommateur, pourquoi cette plante a été soignée, sans abus, sans excès. C'est un peu comme les antibiotiques, je veux dire, c'est pas automatique. Par exemple, jusqu'à présent, les salades, les tomates, les radis, il n'y a jamais eu de produit de traitement, jamais. Mais néanmoins, par exemple, sur les poireaux, nous avons des insectes qui sont c'est un peu compliqué à éradiquer. Donc là, et bon, de temps en temps, on est peut-être obligé. C'est comme ouais. quand un enfant à l'école a des poux, hein, c'est un peu compliqué pour les éradiquer. C'est pas un traitement bio, par exemple, pas particulièrement. Par exemple, dans les fraises, on utilise des produits uniquement agréés en agriculture biologique. Voilà, parce que les fraises sont un cycle assez court et on ne peut pas se permettre d'avoir une rémanence de produits phytosanitaires. Les salades, il y a 0 traitement, les radis, 0 traitement. On tend vers le bio. On prend d'ailleurs de bonnes idées chez eux. Oui, parce qu'on est attentif, vous savez, avec toutes ces histoires qu'on entend maintenant, et les OGM et autres, on s'inquiète toujours un peu, et quand on décide d'acheter un produit frais, on veut vraiment qu'il soit frais et traité de la meilleure façon, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une vraie transparence et une volonté de communiquer honnêtement sur les produits. Merci beaucoup, Christophe Grison. Merci à vous. Merci de votre présence et puis d'être un des ambassadeurs de ce réseau Agri Demain. On va aller se promener dans les bois maintenant, mon cher Bernard. Ah, super. C'est parti. Les bottes, le kawaii, je crois qu'il pleut un petit peu. C'est parti. Il pleut beaucoup même. Séquence, promenons-nous dans les bois. Et nous recevons en plateau Michel Ingrand. Non, c'est pas fini. Hein, non, je crois qu'on se promenait dans les bois. On reçoit Michel Ingrand, responsable unité territoriale de Manosque pour l'Office national des forêts. Bonsoir. Bonjour Michel, comment ça va ? Très bien, merci. Alors dites-moi, les sonneurs là qu'on entend de loin, je ne sais pas si vous, à la télé, vous les entendez, mais ils sont sur votre stand, c'est ça ? Oui, c'est sur le stand de l'ONF qui est à quelques pas d'ici. Donc nos amis sonneurs perpétuent la tradition du corps au fond des bois. Ah, le corps au fond des bois. C'est joli, c'est romantique. C'est pas mal, hein ? Alors aujourd'hui, avec notre ami Michel, nous allons parler des chantiers forestiers. C'est vrai que toute cette semaine, chaque jour, on a évoqué le bon comportement du promeneur qu'on est. Alors peut-être toi à pied, moi à vélo ou d'autres à cheval, etc. Et bien là, on va parler des chantiers forestiers. C'est-à-dire que là, c'est l'ONF, l'Office national des forêts, qui travaille. Alors bien sûr, il y a des normes, des consignes de sécurité à respecter pour les promeneurs. D'abord, je voulais savoir ce qu'on entendait par chantier forestier. Alors il y a plusieurs sortes de chantiers forestiers, bien entendu. Il y a des chantiers très simples qui sont réalisés avec des ouvriers forestiers avec du petit outillage à main et puis qui concourent à l'entretien de la forêt, entretien des équipements, les sentiers, les équipements d'accueil du public. Et puis on a aussi des gros chantiers forestiers qui peuvent être des constructions d'infrastructures comme des routes forestières par exemple. Et on a des chantiers, évidemment, le grand public le connaît bien, les chantiers d'exploitation forestière qui se font de plus en plus avec de gros engins mécanisés. On va en parler de ces chantiers d'exploitation forestière. Juste pour vous dire qu'en direct, là, vous avez les images des sonneurs qui sont sur le stand de l'Office national des forêts. C'est pour ça que notre ami Michel est venu nous rejoindre. Vous imaginez que les sonneurs sur le plateau, c'est un petit peu difficile pour communiquer. En tout cas, on les salue, on les aime beaucoup. On les avait reçus aussi dans notre émission il y a quelques temps. Alors, ok, chantier forestier, accessible ou pas au grand public, parce que quand on se promène, on ne sait pas forcément qu'on arrive sur un chantier. Alors, vous ne savez pas... Dans les cas où le chantier doit être interdit au public, on va vous le signaler sur les accès routiers ou les accès pédestres. Après, vous pouvez très bien vous retrouver à traverser, parce que vous promenez sur un sentier, vous pouvez rencontrer les ouvriers forestiers qui sont en train de faire une tâche ou une autre, qui ne présentent pas de risque particulier pour le public, et dans ce cas-là, alors c'est ce que j'aime, moi, justement, si je peux me permettre. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme vous qui travaillez pour la forêt, parce que je me balade souvent avec les chiens. Et forcément, bon, hors des sentiers battus, évidemment, on traîne partout. Hein, et je suis tombé souvent sur des personnes qui travaillent comme vous pour la forêt, qui la préservent, qui la nettoient pour éviter les incendies, etc., notamment dans la forêt des Landes, hein, j'entends. Et c'est toujours avec beaucoup de gentillesse qu'ils expliquent leur métier, leur passion, qui vous transmettent cette passion. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'ai plaisir à tomber sur eux, si ce n'est que même que je les recherche un peu. Quand je me balade, j'essaie de tomber sur eux pour qu'ils me racontent un peu la saison, pourquoi ils font ça en ce moment. Et c'est très intéressant, notamment la forêt des Landes où je vis, quoi. Tu as raison, la forêt des Landes, une grande forêt, hein, où il doit y avoir quelques chantiers forestiers qui sentent si bon les pins. Tu as raison. Comment le promeneur peut être informé qu'en ce moment, à tel endroit, dans les Landes, dans une forêt, il y a un chantier en cours ?
Alors, on n'a quand même pas un site internet ou une cartographie interactive. Non, vous mettez pas des petits panneaux à l'entrée de la forêt. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Comment on peut savoir alors comment on peut savoir simplement les camions qui sont garés au bord de la route. Ouais, t'as raison. Oui, éventuellement. Oui, une fois qu'on y est, quoi. Et puis les petits hommes en vert. Le bruit aussi, si vous voulez. Sinon, oui, ça c'est un indicateur intéressant. En effet. Ma question était stupide en fait, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Non, on va passer à une autre. Tout. Ok, j'ai compris, c'est bon. Non, elle était mignonne, la question est mignonne. Elle était mimi, hein. Non mais d'accord. Donc effectivement, il y a des signes avant-coureurs, on le sait. On sait qu'on va pas non plus partout et qu'il y a des chantiers qui sont fermés, bien évidemment, mais parfois il vous arrive de houspiller un petit peu des promeneurs imprudents parce qu'il y a des dangers quand même pour certains chantiers, non ? Alors oui, il y a des chantiers qui sont très dangereux sur lesquels il faut absolument éviter la fréquentation du public. C'est-à-dire, des exemples ? Par exemple, les chantiers d'abattage, quand les engins agricoles, enfin les engins forestiers font tomber un arbre qui fait 25 ou 30 mètres de haut, il vaut mieux pas être à proximité. Dessous, hein. Oui, c'est ça, c'est après les tempêtes, vous faites comme vous voulez. Mais... Vous savez, dès qu'on a souvent mauvais temps, après les tempêtes aussi, il y a des arbres qui étaient fragiles et qui sont menaçants maintenant, qui risquent de tomber. Donc là déjà, ils établissent une sorte de périmètre de sécurité où effectivement on ne doit pas trop y aller. Effectivement, ça peut arriver suite à un épisode climatique qu'on ferme une forêt. Ça, c'est des décisions qui sont graves et lourdes et qu'on prend le plus rarement possible. Parce qu'il y a quand même aussi un risque inhérent au milieu naturel qu'il ne faut pas oublier. Le promeneur dans la nature, je ne dis pas qu'il doit accepter de recevoir des branches sur la tête, mais s'il fait exprès d'aller pique-niquer sous un arbre un jour de fort vent, il prend lui-même un risque en toute conscience. On ne va pas sécuriser totalement la forêt, c'est impossible. On est d'accord, hein. C'est à nous aussi, promeneurs, de nous adapter. Qui disait ça? On a reçu Philippe Verdier, tu sais, le météorologue qu'on a reçu, et qui disait en fait, nous sommes les invités de la forêt. Quand on se balade, on est invité, il faut être respectueux. Et c'est d'ailleurs la charte que vous avez engagée, une charte qui parle bien sûr des bonnes consignes que toi tu respectes, je le vois, tu dis t'as les chiens, mais tu fais gaffe, t'aimes rencontrer les hommes et les femmes de l'ONF. Je regarde tout en toute période parce que ça change, la forêt vit, ne serait-ce que les couleurs et tout ça. Et j'ai la chance d'avoir une de mes chambres donne sur la forêt à perte de vue, je suis en hauteur et je vois comment vit la forêt, comment elle bouge, comment elle change de couleur, comment elle respire. Je suis tellement heureux de voir ça tous les matins. J'ai même créé une douche. Et je donne les détails. Tu vas tout nous dire. Parce que tu nous as donné ton adresse quand même tout à l'heure. Parce que je me douche de temps en temps. Et je veux dire que j'ai grand plaisir de ma douche à voir la forêt qui est devant moi. Et c'est tellement beau. Vraiment, je suis amoureux de la forêt. C'est merveilleux de se balader, de regarder, de prendre le temps. C'est là que je me dis que... C'est là qu'on sent qu'on est un peu heureux dans sa vie aussi, que quand on se balade, qu'on respire, que l'on croise des animaux aussi. C'est merveilleux, je trouve ça. Même si j'ai été pourchassé par des sangliers une fois, mais bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux nous raconter je faisais mon jogging. traumatisme? Alors là, l'histoire, elle est bien ridicule. Je peux vous la raconter, mais alors j'ai été ridicule. Hein. Je pensais pas la raconter un jour à la télé. Mais voilà, c'est fait, c'est sur Campagne TV. Alors je courais comme souvent, hein, je cours. Et voilà, parce que j'ai donc bon appétit, donc il faut que je cours souvent. Je cours, et il se trouve que je suis tombé, j'ai vu des marcassins, des petits sangliers devant moi, tout mignons, mais je n'avais pas vu la femelle derrière. Évidemment, je m'arrête, je regarde, oh, que c'est mignon. Et l'autre derrière, elle a chargé. Elle m'a chargé direct. Donc j'ai essayé de grimper, c'était un peu humide. Donc j'ai essayé de grimper sur le premier arbre où je me suis écorché les cuisses, bien sûr. Je suis monté à l'arbre, ridicule, et j'ai glissé comme une grosse... comment on peut dire? Comme un gros tas. Ouais, voilà, j'ai glissé de l'arbre comme ça et je suis tombé devant elle. Elle n'a pas tapé, mais j'ai couru, j'ai beaucoup couru. Mais je pense qu'elle a eu pitié là quand elle t'a vu dans cette position. Puis Bernard Montiel, t'es connu quand même dans la forêt, Bernard. Elle m'a reconnu sans doute. Ou alors elle a eu une attaque, mais elle n'a pas osé me charger par la suite. J'étais ridicule, franchement. Mais c'est pas grave. Merci en tout cas pour cette anecdote que tu as voulu partager avec nous. Ça nous touche. C'est vrai que tu es un moment de vie. Un homme humain. Et un moment de vie. Un moment de vie formidable. Pour terminer, Michel, on parlait de cet émerveillement qu'on a quand on rencontre un animal, quand on s'émerveille de la saisonnalité. Est-ce que vous êtes encore touché par la forêt dans laquelle vous travaillez? Tous les jours. J'adore. Quand on est amoureux, c'est tous les jours, c'est pour la vie. C'est beau. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin en Joli, tout cas. Ça. Vous pouvez bien sûr retrouver nos amis de l'Office national des forêts sur le Salon de l'agriculture dans le hall 4. Hein. C'est notre hall aussi, on le partage. Ça, le hall 4. On cohabite. J'espère qu'on est des habitants sympathiques et responsables. Et puis tout de suite, on va aller rejoindre une autre habitante sympathique et responsable du Salon de l'agriculture et du MAG. C'est notre amie Anne-Sophie Lesage pour la météo. La météo vous est présentée par Pleinchamp.com. Bonjour Anne-Sophie, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien et toi? Eh bien ça va très bien, je suis avec Bernard Montiel, on s'amuse, on se raconte des anecdotes. Tu connais Bernard? Tu l'as rencontré? Oui, alors je l'ai aperçu tout à l'heure, donc oui, ça me dit quelque chose. Ah bon? Elle est très jeune alors, si elle ne me connaît pas. Ah là 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 là. Et qui est le charmant jeune homme? Ça c'est pour ma paroisse, à côté de toi. Alors à côté de moi, c'est Pierre-Jean. Pierre-Jean, alors Pierre-Jean, d'où venez-vous? Je viens de Midi-Pyrénées, plus précisément du Parlac, à proximité de l'Aïole, qui est connu pour son aligot, ses couteaux, voilà. Et la race Aubrac? Ah bien sûr, la race Aubrac surtout. Alors vous êtes éleveur de race Aubrac, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre exploitation? Je suis en GEC avec mon père, on élève 90 vaches sur 100 hectares à peu près. Et alors quelles sont les caractéristiques de l'Aubrac? C'est une race rustique, fertile, qui s'adapte partout. Est-ce que vous êtes sur une exploitation en milieu difficile? Non, pas forcément, mais elle s'adapte au Kazakhstan, au Canada, partout. D'accord, alors vous êtes venu avec votre taureau qui s'appelle Fidèle. Oui. Alors un taureau qui s'appelle Fidèle, est-ce que c'est pas un petit peu en contradiction? Oh non, pas du tout. Mais on va vous poser une question que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes fidèle? Bien sûr. Alors dites-moi, Fidèle, plus sérieusement, il participera à un concours au concours général agricole demain. Quelles sont ses chances? C'est déjà très bien d'être ici, de participer au salon de l'agriculture. Après, premier ou dernier, peu importe. Déjà bien d'être ici, voilà. Mais il a déjà de bonnes caractéristiques. Ah oui, oui. Il est très racé dans sa tête, il a un joli cornage, une jolie couleur. Il se tient bien sur ses membres. C'est un bel Aubrac. Bon, et est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain en Midi-Pyrénées? Ah non, mais j'aimerais bien le savoir. Eh bien, je vais vous le dire. Demain, en Midi-Pyrénées, le ciel sera couvert et pluvieux. Quelques éclaircies seront possibles dans l'après-midi au nord de la région et les températures seront toujours fraîches pour la saison. En France maintenant, le temps alternera entre soleil et éclaircies et quelques flocons sont à prévoir sur le nord de la France. Côté température, elles seront plus douces pour la saison puisqu'on passera quasiment partout les 10 degrés l'après-midi. Ah, c'est fini? C'est déjà fini? Oui. Oh non! On se disait qu'on était bien, vous regardez. Aïe, aïe, aïe. Elle est terrible. Bon, bah du coup, allez, hop, suppo et au lit, Anne-Sophie. Bon, d'accord. À demain, ma belle. À demain. C'était la météo avec Planchamp.com. Eh bien voilà, mon cher Bernard, c'est déjà la fin de cette émission. C'est dommage, c'est vite passé. Je trouve que c'était intéressant. Toutes ces personnes qui ont parlé avec passion, nous ont révélé des choses que je ne connaissais pas. Vraiment, bravo. C'est une émission sympathique avec vous, cher Frédéric. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. C'était un plaisir aussi de la vivre avec vous. Et puis, moi, je vous ai trouvé super partant, intéressé sur plein de choses. Alors, sur la glace, bien évidemment. Ah, oui, là, mais non, mais aussi, voilà, sur la forêt, sur les légumes. Oui, c'est vrai, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Tout m'intéresse vraiment, moi j'aime ça et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer toutes ces personnes. Merci à vous, c'était une belle expérience. Eh bien, un grand plaisir, expérience partagée. Puis nous, on vous retrouve pour notre plus grand plaisir à la radio tous les jours, donc demain à partir de 9h sur MFM, M comme Montiel, de 9h à midi. Pour partager toutes les actus, les infos des stars et puis, puis votre humeur aussi que j'aime beaucoup avec Olivia. On s'amuse beaucoup. Oui. Ah oui, ça se sent. Ouais. Puis c'est ça la radio, hein, ça triche pas, il y a de la sincérité, c'est un joli média. J'espère. Et puis on vous retrouvera bien sûr au cinéma, comme on l'a dit, Camping 3, L'élan avec François Morel. Et puis bien sûr dans toutes vos émissions de télé que vous animez en France. Un peu partout. Oui, moi j'adore, c'est partout. Même la Suisse. Ah bah voilà, je vous souhaite plein de succès, plein de bonnes choses, bon retour aussi dans votre joli bassin d'Arcachon. Et puis on a un jeu concours, donc on va terminer avec ce jeu et notre partenaire. Vous pouvez bien sûr, vous le savez maintenant, gagner 2 abonnements de 6 mois au magazine télécable Sat Hebdo. Pour ce faire, il suffit d'aller sur notre site internet campagnetv.com ou sur notre Facebook. Vous répondez à 3 petites questions et vous tentez votre chance. Les gagnants du jour sont Jérôme Malabre de Haute-Vienne et Cécile Daudet du Lot. Bravo à vous deux, vous avez gagné chacun un abonnement de 6 mois au magazine télécable Sat Hebdo. On se retrouve demain, oui, encore demain, avec de nouveaux invités. Ce sera Guy Martin, d'ailleurs, qui sera notre invité. On va se régaler, un grand chef, passionné. Voilà, et puis une région à l'honneur, la Savoie. Prenez bien soin de vous, on vous aime, vive l'agriculture française et gardons les pieds sur terre. À très bientôt dans le MAG. Salut les amis. Au revoir, merci. Au revoir.